Du baseball, de l'humour et des merguez. Ah non merde, ça c'est le podcast hebdomadaire et ponctuel. Alors je la refais. Prenez place sur Monticule et bienvenue dans First Pitch, l'émission baseball des équipes de The Playoff FR. Et oui, vous l'avez entendu, vous m'avez entendu, ce n'est pas votre J ponctuel et surtout hebdomadaire. Non, en fait on a des petits problèmes d'agenda et aussi un petit peu de maladie parce on voulait enregistrer dimanche. Et voilà, moi, j'ai eu une extinction de voix complètement éclatée, donc du coup, on a reporté à lundi l'enregistrement et puis on s'est rendu compte que finalement il y avait le football qui était là. Donc forcément, on repousse à mardi, mais bien entendu, vous aurez votre dose de baseball des dromadaires aujourd'hui, avant midi, je l'espère. Donc voilà, c'est Jérémy qui va faire le podcast en solo. Envoyer de la force au J originel qui est en train de travailler aujourd'hui. Voilà, on va faire un podcast donc sur la semaine des prétendants. Voilà le programme. Semaine des prétendants, un petit point classement, quelques news, les players of the week et un point 4 qui pourrait vous intéresser aussi. Voilà. On y va, c'est parti pour la semaine des prétendants. Alors on va commencer parce que Julien m'a envoyé les fiches et je vous raconte pas que Julien travaille beaucoup ses podcasts contrairement à moi. Il m'a envoyé à peu près 30 pages de fiches pour la semaine des prétendants. Donc on va essayer de suivre ça et je vais essayer de vous faire vivre ces fiches. Non pas, je vais pas vous chanter non plus, vous faire la chansonnette comme il le fait si bien. On va commencer directement avec la National League et à l'Est avec la semaine des Mets. La semaine des Mets qui est pourri de chez pourri. Une victoire, 8 défaites. Voilà, en ouverture à Cincinnati, puis c'est la chute libre, une série perdue, 1-2 face aux Reds, un sweep qui se sont fait manger à Philadelphie et déjà 0-2 contre Texas au Citi Field. Donc la wildcard de la National League se resserre dangereusement. Les moments clés, c'est que Vientos home run et Diaz sauve en échappant les basses plaines donc le 6 septembre contre Cincy. Pareil, le lendemain, les débuts prometteurs de Sproat, no hit jusqu'en 6e et gâché par le finish des Reds, voilà, qui gagnent 2-3. Et surtout le contre Phillies, le 4 défaites, quoi, voilà, dont le 50e home run de Kyle Schwarber et un Luzardo intouchable. Contre Texas, le retour de Jacob deGrom, et oui, puis un blow save de Diaz et une défaite 2-3 sur un simple de Langford. Les joueurs en vue quand même pour les Mets, et ça on va le souligner avec Juan Soto. 3 home runs sur la semaine, il passe de 38 à 40. Balai d'une saison, 40 home runs, 30 bases volées, 100 buts sur balle. Incroyable pour un joueur qui n'a pas été élu All-Star. Et oui, on sait que les All-Stars, c'est l'école des fans. Juan Soto, lui, il s'en fout, il joue, et il justifie surtout son salaire. Mark Vientos, home run clutch à Cincy, un autre home run à Philadelphie, cela reste l'étincelle au milieu de la tempête. Et peut-être l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres pour la fin de saison, pour espérer sauver une saison pour les Mets. Et Brandon Sprout, un début MLB très solide. 6 manches lancées, 3 hits, 3 runs et 7 strikeouts le dimanche. Le point vraiment à souligner, c'est les 8 défaites de rang sur la semaine. Les matchs serrés, donc 12 défaites sur les 14 derniers matchs à 1 point. Qu'est-ce qui pourrait poser problème? C'est la rotation et le bullpen qui sont erratiques. Sean Manaea a touché très tôt, Holm bousculé, Diaz sauve chez les Reds, puis un blown save contre les Rangers. Voilà. À venir, la finale contre les Rangers, on va dire. Nolan McLean, Jacob Latz, urgence de stopper l'hémorragie pour garder la wildcard, c'est impératif. Spoiler alert, les Phillies, eux, ils ont gagné leur division. Voilà, on va passer la semaine des Phillies. Ils gagnent 8 matchs sur 1. 8 victoires, 1 défaite. Philly déroule. Série gagnée 2-1 à Miami. Sweep les Mets. Fessé à la maison. Puis 2-0 contre les Royals. Le titre de NL East, donc Julien Lamarque, est à portée de main. C'est fini. Ils sont champions pour la 2e année consécutive. Les moments clés, 6 et 7 septembre contre Miami, Stott, 3 run home run, plus 4 home runs dans le game 1.
9-3. Harper tape Platon. Bam, Luzardo deal. Un match de zinzin. 6 manches lancées, 8 strikeouts dans le game 2, qui gagne 4-2. La fessée des Mets, Nola retrouve son rang. 6 manches lancées, 0 run pour un 1-0. Schwarber atteint le 50e home run. Suarez, bam, il balance 12 strikeouts pour la victoire 9-3. Kepler, 5 points produits sur une victoire 11-3. Et Luzardo boucle le sweep en retirant 22 frappeurs d'affilée avec la victoire 6-4. Contre Casey, début réussi de Walker Buehler. Peut-être qu'il marche un petit peu mieux avec les Phillies, on verra. Peut-être que les Red Sox vont se manger les doigts pour la suite de la saison. 5 manches lancées, 1 run, plus un home run de Harper et de Bryson Stott, 8 pour la victoire 8-2. Et Schwarber claque son 51e pour l'emporter 8-6. 51, un des meilleurs chiffres pour les sudistes. Très bon. Les joueurs en vue, allez on le répète, Schwarber, Harper, Ranger Suarez, Luzardo, Harrison Bader qui est en multi-hit en série et produit une production en tête de line-up. Christopher Sanchez, 12e puis 13e win, une machine à quality start en ce moment. Johan Durant, sauvetage numéro 27, 29 et 30. Une fermeture nickel. Les Phillies sont qualifiés et ils sont pas contents et ils vont aller, je pense, chercher la Championship Series de pied ferme. Les points, un petit peu d'alerte. Trea Turner, sorti sur douleur. Lischio, droit, dimanche à Miami. Puis injury list annoncée avant la série des Mets. Surveillé pour octobre. Quelques balles perdues dans le bullpen en fin de match contre Casey, mais Durant a tenu. Voilà, c'est ce qu'on attend d'un closer. Et il tient bien son rang. La stat de la semaine dans la sweep, face aux Mets. Phillies a terminé le dernier match en retirant 25 Mets de suite sur le premier inning. Et une bascule mentale et un pitching clinique. Voilà. On passe à la Central avec les Brewers qui sont aussi qualifiés pour la post-season. Voilà, un grand écart émotionnel, un sweep 3-0 à Pittsburgh, puis un sweep subi 0-3 au Texas avant de repartir à la maison avec 2 victoires à 0 contre les Cardinals et en prime une qualif en playoff. Voilà, comme je vous l'ai dit, avant le match de samedi. Toujours le meilleur bilan de la MLB, mais un rappel à l'ordre face aux Rangers en mission. Les moments clés. Face à Pittsburgh, 3-0. Priester bat le record de franchise, 11e, puis 12e décision gagnée de suite. Woodruff, 6 manches lancées, 0 run. Mizurowski domine, 7 manches lancées, 1 run, dans un 10-2 clinquant. On passe à l'autre facette de la Lune, la face cachée, Texas, où ils ont perdu 0-3. Donc un sweep subi. Hellman, grand slam puis home run. Catch voleur et Burger frappe 2 home runs dans la balle. Peralta voit sa série de 30 manches lancées sans encaisser s'arrêter avec la défaite 6-3. Contre Saint-Louis, Yelich, il frappe un moonshot de 432 pieds, scelle le premier match 8-2, puis une remontada 6-1 à 9-8 avec Durbin et un double égalisateur et surtout Monastiero qui est walk-off. Les joueurs en vue pour les Brewers. Quinn Priester, 2 starts, 2 wins, la deuxième d'affilée. 5 manches, point 1 lancé et 7 manches lancées efficaces et incroyable série individuelle. Brandon Woodruff, rebond net, 6 innings pitch, 2 hits, 0 but sur balle, 8 strikeouts. Mizurowski, 7 manches lancées, 3 hits, 1 run, 8 strikeouts à Pittsburgh. Christian Yelich, numéro 28 pour ce home run. William Contreras, Jackson Chourio, des points produits clés dans le rallye face à Saint-Louis. Voilà, ça, c'est les joueurs en vue. Par contre, à surveiller, la leçon texane, le balayage 3-0 contre les Rangers en mode survie wildcard, quelques failles défensives et des décisions coûteuses, des balks et des buts sur balle. La charge de Peralta, 113 lancés, 5 ERA. À surveiller niveau gestion en volume, au niveau d'octobre. D'accord ? Et la variabilité de l'attaque, une sortie blanche contre le Game 1 de Texas, donc 5-0, ils se prennent, donc, puis une course-poursuite pour maintenir la routine de bâton sur cette équipe. L'enjeu, c'est que Milwaukee reste premier de la MLB, 91-58 à l'heure où je vous parle, et creuse un 6.5 sur les Cubs, un ticket de playoff est déjà sécurisé. L'objectif est de basculer vers, on va dire, la place numéro 1 en National League et l'avantage du terrain. Voilà.
Les Cubs, alors 4-4, du yo-yo mais du répondant. Une victoire, 2 défaites contre les Nats, puis un choc au 9e. Une belle réaction à Atlanta, une série gagnée 2-1, mais Sale est touché. Et une victoire, une défaite contre les Rays avant la game de la belle. Voilà, wildcard est toujours en main, mais la marge est ultra fine. On revient sur les moments clés contre les Nationals. Un festival de home run. Swanson, 3 runs. Horner et Happ, solo home run. Pour démarrer, il gagne 11-5. Puis 2 revers serrés dans un 9e manche catastrophique, dont un HR de belle, et 5 points. 6.3. Donc 6 points à 3. Contre Atlanta, 2-1. Elder frustre chez les Cubs. Kyle Horton étincelle, puis Kelly exécute un home run pour prendre la série 3-2 face à Chris Sale. Et contre les Rays, Happ porte l'attaque à 3 hits et un home run, et un Caminero en 8e qui frappe un home run, et Fortes en 9e pour renverser le match 5-4. Les joueurs en vue des Cubs, on l'a dit, Kyle Horton, Ian Happ, Nico Horner, Matthew Boyd, et surtout le bullpen qui est quand même plus. Kittredge solide, son 3e et 4e sauvetage, et la chaîne Hodge, Pomeranz, Keller qui a été très propre vendredi. Les points d'alerte pour les Cubs, Palencia explose, il prend 5 points, une blessure, et la série scoreless de Keller s'arrête sur le home run de Fortes. Les bobos, Kyle Tucker, blessé au mollet, out quelques jours. Pete Crow-Armstrong, contusion au genou, est sorti, et Owen Casey, symptôme de commotion, est out en cours de match. Les opportunités gaspillées, c'est 7 buts sur balle laissés en plan samedi contre les Nationals. Situation de rallonge non convertie contre les Rays en 9e, coureur 0 points, coureur sur base et 0 points, voilà. La stat de la semaine, donc sur les matchs à une possession et Atlanta contre les Rays, mais la défaite la plus coûteuse est sur la 9e manche face au National avec 5 points encaissés. Les enjeux et le classement, donc les Cubs restent leaders de la course en premier, donc la wildcard sur la National League, mais Milwaukee s'échappe en Central. Voilà, ils sont déjà qualifiés. Objectif, c'est sécuriser la place en wildcard et soigner la fermeture en 9e. On attend beaucoup de Imanaga, le match Imanaga-Hauser, et ça, il a déjà été fait. La semaine des Reds de Cincinnati. Montagne russe, une série arrachée 2-1 contre New York Mets. Une superbe prise de victoire 2-1 à San Diego, puis un coup d'arrêt contre les Athletics de Sacramento, on peut le dire, avec une attaque muette vendredi et un naufrage samedi. La wild card se complique pour les Rouges. On revient sur les moments clés donc contre les Mets. Stewart premier home run en MLB et un très très bon Hunter Green, 12 strikeouts, une victoire, 3-2 après avoir maté un no-hit beat du rookie Sprout. Contre les Padres, Wolkoff subit lundi avec Tatis, une revanche mardi avec Tyler Stephenson, home run en 9e après avoir été volé d'un home run par Tatis. Puis mercredi, Andrew Abbott, 8 manches lancées, un ERA, et le rallye de la Cruz et Andujar pour la gagne de 2-1 contre les Athletics vendredi. 0-12 en coureur en position de marquer dans le 3-0. Et surtout Nick Kurtz qui frappe un monumental home run de 493 pieds. Et voilà, et Greeny a été touché très tôt, donc sur la défaite 11-5. Les joueurs en vue. Hunter Greeny, 7 manches lancées, 1 hit, 12 strikeouts contre les Mets. Une saison ternie par la sortie courte à Sacramento. Andrew Abbott, un chef-d'œuvre à San Diego. 8 manches lancées, 0 but sur balle, une win à la clé. Tyler Stephenson, un home run qui en dira long à San Diego et surtout un retour d'injury list impactant. Et Eli de la Cruz, point produit clutch, 35e base volée pour une 3e saison de suite, qui est très rare pour lui, pour l'ensemble des joueurs en MLB qui sont voleurs de base. Sal Stewart, premier home run en MLB et un taux offensif retrouvé. Le point d'alerte pour les Reds, c'est surtout leur efficacité en attaque avec les coureurs en position de marquer, 0 sur 12 vendredi, occasion gaspillée qui coûte des matchs. La volatilité de la rotation, Hunter Greeny bousculé par Sacramento,
Brady Singer correct, mais battu, 2 home runs concédés dans la série. Le calendrier, c'est les Athletics qui viennent jouer les troubles faites, le grain de sable dans la machine et dans l'engrenage. La stat de la semaine pour les Reds, on va dire que c'est Greeny qui a lancé 30 balles à plus de 100 mph dans la victoire contre les Mets, mais à l'attaque n'a marqué que 3 points en 2 matchs à Sacramento. Voilà. Cincy retombe à l'équilibre, 74-74, et reste à un match et demi derrière les Mets pour la 3e place wildcard, au coude à coude avec les San Francisco Giants. On va le dire à chaque fois tout le long du podcast, maintenant, et surtout pour certaines équipes, c'est un game set de World Series à chaque match pour les 12 matchs qui restent. Allez, on passe du côté de la West Coast avec les Dodgers. Pareil, et c'est que des ascenseurs émotionnels. 2 défaites cruelles en walk-off à Baltimore, un no-hit de Yamamoto brisé, comme on l'a dit la semaine dernière, et un grand bol d'air avec un sweep 3-0 contre les Rockies. Merci Colorado. Puis une série relancée aux Giants. La réponse de LA le lendemain avec Ohtani qui frappe son 49e home run. On revient sur la semaine des Dodgers avec les moments clés contre Baltimore. 2 défaites cruelles. Eh oui, Basalo, walk-off home run contre Tanner Scott. Défaite 2-1. Yamamoto, il était à 1 out du no-hitter, puis en 9e manche, renversement. Et Kershaw stoppe l'hémorragie avec une victoire. Et Ohtani, 2 home runs. Et Mookie Betts, home run. Voilà. Ils se font du bien, ils se font plaisir, ils prennent 3 victoires dans le Colorado. Glasnow plus Blake Treinen, 8 manches lancées, no hit. Scott concède un double en 9e, mais sauve, voilà, 3-1. Shinan, 7 manches lancées, 9 strikeouts. Teoscar Hernandez aussi frappe 2 fois, Betts et Freeman. Blake Snell, il revient, 11 strikeouts et Betts tape un grand slam dans ce stade qui est tellement prolifique pour les hitters. Voilà. On passe aux Giants avec un partout pour l'instant. Je vais vous mettre à jour le classement après et surtout les matchs. Ohtani frappe un home run de donc son 49e à 454 pieds. 6 points en 5e manche. Et surtout, Muncy touche à la tête, mais il reste en jeu. La tête solide, comme l'a dit Julien, safety first, il portait son casque. Les joueurs en vue. Shohei Ohtani, 4 home runs sur la semaine, dont le 49e à San Francisco, un non-base streak qui continue. Mookie Betts, le retour de Mookie, série brûlante, un home run, un double, un grand slam et un multi-hitter. Teoscar Hernandez et non pas Kike. 3 home runs sur les 2 derniers matchs contre Colorado. Et la rotation, elle reprend vie. Glasnow, 7 manches lancées, 11 strikeouts et 0 hit. Shinan, 7 manches lancées, 3 hits, 9 strikeouts. Et Blake Snell, 6 manches lancées, 11 strikeouts. Ultra dominant. Yamamoto, malheureusement un chef-d'œuvre gâché à 1 out du no-hitter. 10 strikeouts pour 112 lancés. Les points d'alerte. On a vu que contre Baltimore, qui n'a plus rien à gagner ni plus rien à perdre, est quand même fragile. 2 fins de match lâchées. Blake Treinen et Scott qui sont impliqués là-dedans. Les bobos, Will Smith, douleur à la main, une douleur persistante. Dalton Rushing touché, contusion à la jambe. Glasnow a été géré au dos, mais c'est OK. Kershaw est recourté à San Francisco. 3 manches lancées, 4 ERA. Des gestions des charges à surveiller surtout, voilà. Le classement et l'enjeu, c'est que Los Angeles a repris de l'air avec le sweep à Colorado. Puis à San Francisco. Donc l'objectif est de verrouiller cette NL West. Là, ils sont en train de jouer avec le feu avec San Diego en limitant les catastrophes de fin de match. Donc voilà, on peut dire merci aux Colorado Rockies qui, eux, ont peut-être permis aux Dodgers de peut-être sécuriser cette, on va dire, cette place de leader. Allez, on descend un peu plus au sud à San Diego, San Diego's avec les Padres. Merci les Rockies, mais pas tout le temps. San Diego perd l'ouverture à Denver. Comme quoi, ils prennent quand même la série 2-1 et ils s'inclinent 2-1 face aux Reds au Petco Park. Puis ils mènent 2-1 contre le Colorado à domicile avant la belle. Les Padres restent à 2 matchs et demi des Dodgers en Ligue nationale, donc en National League, Ouest, et gardent le contrôle de la 2e place en wildcard de la National League. Retour sur nos petits Padres. Premier
Tom contre les Rockies. Ils gagnent 2-1. Freeland les étouffe. Ils gagnent le match 1, donc 3-0 les Rockies. Puis, réveil de bâton. Tatis, home run, il gagne 10-8 et Machado mène la charge pour le match 3 avec une victoire 8-1 contre les Reds au Petco Park. Tatis, sac fly walk-off en 10e, gagne 4-3. Mais Suarez concède le home run de Stephenson en 9e et les Reds arrachent la belle de 1 malgré 7 manches lancées scoreless de Pivetta. On revient au Colorado, Vasquez 6 manches lancées, 9 strikeouts. Eh bien, Merrill Kelly, home run, donc 2-0, un coup d'éclat des Rockies, avec une réponse canon de 4 home runs. Tatis, Machado, Merrill, Johnson. Et Dylan Cease passe à 200 K de la saison. Victoire 11-3. Les joueurs en vue, on les connaît. Je vous les ai cités plus haut avec les 4 home runs. Fernando Tatis, Manny Machado, Jackson Merrill. Randy Vasquez, 6 manches lancées, 0 but sur balle, 9K et la victoire. Et Dylan Cease, 6 manches lancées, 1 run et atteint les 201K en 2025. Les points d'alerte pour les Padres, c'est le blown save de Robert Suarez versus les Reds. Une gestion de la 8e et 9e manche à verrouiller en vue du sprint. Une attaque en dents de scie, et oui, garder la pression constante, surtout quand on a des coureurs qui sont en position de marquer. Voilà. La stat de la semaine pour les Padres, c'est qu'ils claquent 18 points sur les 2 derniers matchs à Denver, puis 11 encore à Denver. Bon, en même temps, c'est à Denver. Ils sont à 2,5 matchs des Dodgers. Je vais vous mettre à jour le classement après. Voilà pour cette National League. Non, on continue avec les Giants. Je lis les fiches aussi du J en même temps. Ah ouais, le J, il s'est enflammé sur la National League West. Les Giants. Allez, la remontada est toujours en cours, oui, parce qu'il faut quand même leur parler. Ils sont dans in the hunt, comme le dit si bien le J. Remontada toujours en cours, mais semaine en dents de scie, grosse série gagnée contre les D-backs, un concurrent direct à la wildcard, et une victoire signature en Game 1 contre les Dodgers. Voilà. Puis 2 claques le week-end, San Francisco reste dans le coup quand même pour la 3e place à la wildcard. Et il se retrouve à 1 match et demi des Mets après, le dimanche. Les moments clés contre Saint-Louis. Ils perdent la série 2-1, 18 hits et un back-to-back home run de Devers et Adames pour avoir un Verlander étincelant, 6 manches lancées, 0 run, 6 strikeouts. Mais un blown save le lendemain en 9e avec Jordan Walker. Voilà. Et un no-hit de Gray jusqu'en 6e manche où les Cards gagnent 4-3. La série qui nous intéresse, c'est surtout contre les D-backs avec Webb qui lance 6 manches lancées, 7 strikeouts et 5 home runs aussi du côté de San Francisco qui gagne 11-5. Robiret reste parfait face à son ex-équipe, 5-3 avec un HR Willy Adames et de Bailey. Rodriguez refroidit San Francisco dans la belle avec un hit concédé et surtout une défaite 5-3. Contre les Dodgers, Bailey walk-off grand slam en 10e manche, 5-1 pour revenir à 0 match et demi, puis Otani et les autres renversent Webb 13-7. Et Glasnow et Oscar Hernandez dominent le rubber pour une victoire 10-2. Les joueurs en vue à San Francisco. Willy Adames en feu depuis fin août. Patrick Bailey, Logan Webb, Jung-Hoo Lee et Carson Seymour. Voilà les joueurs en vue et il ne faut pas lâcher. Les points d'alerte, c'est la 9e manche. La défaite de Saint-Louis vient d'un blown save. Eh oui. Et la rotation versus les gros line-up. Caca culotte, comme dirait Julien. Webb est retouché par les Dodgers et la gestion du trafic en milieu de match. La discipline doit être le mot d'ordre des Giants. Quelques manches offertes, des buts sur balle, des erreurs, et ça relance l'adversaire. Il ne demande que ça. La stat de la semaine, c'est la série contre les D-backs. 10 home runs en 2 matchs, gagnés. 5 le lundi, 2 le mardi, une puissance globale. Voilà. À retenir pour les D-backs qui arrivent. Et oui, ils sont toujours dans la course. Résumé, revenu à 50% de victoire, 50% de défaite, en ouvrant par une victoire 2-1 contre Boston. Arizona a ensuite lâché la série à San Francisco, donc ils ont perdu 2-1 avant de bien se reprendre à Minneapolis, 2-1 pour la série.
Ils sont toujours dans le coup pour la 3e place de la wildcard, mais il n'y a pas de marge d'erreur. Voilà, les moments clés contre Boston. Corbin Carroll claque son 30e home run de la saison et Vargas un 3-run, 10-5. Brandon Pfaadt, solide, 6 manches lancées pour une fois, 6 manches lancées et un run dans la victoire 5-1. Et dimanche, renverse Boston après une 9e manche, erreur, et le bullpen surtout qui vient à la peine sur cette série. Contre les Giants, ils se prennent une grosse claque sur le Game 1, 11-5. Robillard reste parfait avec un home run d'Adames et de Bailey côté San Francisco, je vous l'ai dit. Puis, Eduardo Rodriguez éteint les Giants avec 6 manches lancées et un hit pour éviter le sweep 5-3. Contre Minnesota, vendredi, un walk-off subi malgré le HR de Moreno en 9e manche. Ils perdent 9-8. Samedi, Ryan Nelson, 6 manches lancées scoreless et Moreno donne l'avantage en 10e, victoire 5-2. Et dimanche, McCann, home run, 4 points produits, fait la diff, victoire 6-4. Les joueurs en vue, Erode, 2 départs gagnés dans la semaine contre Boston et contre les Giants, série de 3 victoires de suite pour lui. Ryan Nelson, 6 manches lancées, 0 run contre Minnesota, méga sang-froid dans la tempête. Corbin Carroll, numéro 30 au home run, toujours l'étincelle au top, c'est ce qu'il faut. Gabriel Moreno, home run de 3 points vendredi et un clutch point produit en 10e samedi. Voilà, Vargas avec son 3 runs contre Boston est un batteur utile en bas de line-up qui peut faire la diff. Et Nabil Crismat, 5 manches lancées, 2 points non mérités pour la gagne dimanche. Qu'est-ce qu'il faut retenir des petits D-backs? Une clôture fragile. Vendredi, c'était perdu contre Boston et Minneapolis, on va dire, donc les Twins sur la 9e manche. Voilà, home run concédé, des walks, une défense avec des erreurs coûteuses, voilà, un pick-off mal géré, des manches offertes. Zach Gallen en Dancy, touché à San Francisco. Attention au trafic tôt dans les matchs maintenant. C'est de la survie. Il faut que les D-backs soient beaucoup plus rigoureux. Voilà. Il reste à 2 matchs des Mets pour la 3e carte. On va voir le classement encore tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Voilà pour cette National League. J'espère ne pas avoir été trop rapide pour vous. On va continuer donc sur cette semaine des prétendants avec l'American League et on part à l'Est avec la semaine des Blue Jays. Et oui, les Blue Jays, 6-3, une semaine très costaud. Ils perdent 1-2 dans la série tendue contre New York, les Yankees. Puis ils gagnent 2-1 contre les Astros avec un chef-d'œuvre de Gossman et un sweep 3-0 face aux Orioles pour contrôler le trône de l'American League et l'avance de la division Est. Les moments clés dans le Bronx, ouverture maîtrisée par Gossman, 8 manches lancées, 1 run encaissé dans la victoire 7-1. Mais les Yankees arrachent les 2 matchs suivants. La pluie, les bras du bullpen new-yorkais, un Judge décisif dimanche font que ils perdent la série de 1. Contre les Astros, une remontada, puis un walk-off d'Heinman en 10e, 4-3. Mercredi, home run de Diaz au 9e manche contre Hoffman. Et jeudi, Gossman qui sauve l'honneur avec 2 hits shutout pour une victoire 6-0. Contre Baltimore, ça sécurise. Vendredi, une victoire 6-1. Vladimir Guerrero Jr. atteint 5 fois les bases. Un samedi, un rallye est parti et qui est conclu par un sacrifice fly de Kirk. Victoire 5-4. Et dimanche, victoire 11-2 avec un George Springer. 3 fois extra base hit et home run. Et Bieber solide avec 6 manches lancées et un seul run. Les joueurs en vue, on l'a dit, Gossman, Guerrero Jr., Springer, Dalton Varsho, Alejandro Kirk et Shane Bieber. Les points d'alerte. Le home run de Yainer Diaz donc de Houston et surtout Hoffman qui est déjà très très sollicité. Ce qui a aussi tiré la sonnette d'alarme, c'est la série contre New York. Exécution moindre en manche clé, coureur donc sur base et surtout les coureurs en position de marquer dans les 2 défaites. La stat de la semaine, Toronto 63-4 63 victoires et 4 défaites quand il marque 5 points plus et 50-25 à la maison. Dès que l'attaque va, tout déroule. Voilà. C'est surtout que là on a un Toronto qui assoit de plus en plus la domination sur l'American League et surtout sur la division Est. On va passer au poursuivant
de la même division, les Yankees, 5-4. Montagne russe, mais bilan très positif. Donc 2-1 contre les Blue Jays, gros trou d'air du bullpen contre les Tigers où ils perdent la série 2-1, puis une réponse au Fenway Park où ils étaient à ça du sweep, mais non, ils ont quand même gagné 2-1 la série. New York garde la main sur la wild card, donc la position numéro 1 en American League, mais recule de 4 matchs de Toronto pour avoir une chance d'avoir la division Est à portée de main. Les moments clés contre Toronto, on l'a vu, victoire 2-1, mais Bellinger découpe un point au marbre avec une assist qui a été relevée à 95 mph et Louis Rill, 6 manches lancées, un run, égalise la série. Voilà. Donc sur le match 2, donc la victoire 3-1. Dimanche, Judge, 3 buts sur balle, hyper patient, une base volée, signe un catch décisif et marque sur le double de Bellinger, victoire 4-3 contre Détroit. Détroit qui est, je vous le rappelle, leader de l'American League Central. Mardi et mercredi, donc 9e manche catastrophique. Mardi avec 9 points encaissés, un bullpen Cruz Letter Jr. hors cadre. Jeudi, Judge en mode legend, 2 home runs et Cam Schittler. 6 manches lancées, 1 run, stop l'hémorragie pour la victoire 9-3. Contre Boston, au Fenway Park, vendredi, Judge, il passe devant Joe DiMaggio, une autre légende des Yankees, avec son 362e home run. Bravo à lui. Luis Rill lance le 6e no-hit, 4-1 pour samedi, et Max Fried signe sa 17e victoire, la plus haute en MLB, et surtout Jazz Chisholm Jr., 3 points produits, se rapproche du 30-30 avec sa victoire 5-3. Le dimanche, on pensait que New York allait aller sweeper Boston, ils étaient là, ils avaient les manches retroussées pour le faire, trou d'air initial sur la manche 1, 6 points contre Warren, et donc une défaite 6-4, voilà. Comme quoi, hein, à Boston, on sait quand même garder les valeurs. Voilà, pas de sweep à Boston. Les joueurs en vue, Aaron Judge, bien sûr. 5 home runs sur la semaine. Il dépasse Berra puis Joe DiMaggio et repasse en tête de la MLB avec un average au bâton à 32%. Louis Rill, 2 sorties clés. C'est pas mal pour lui. 6 manches lancées, 1 run contre Toronto et 6 manches lancées avec un no-hit à Fenway, donc 4 buts sur balle et 4 strikeouts. Max Fried, 2-0, donc voilà, il prend 2 victoires, 17-5 sur sa saison. David Bednar, 4 sauvetages, 21, 22, 23, 24. Et il ferme la porte à répétition. Pas mal pour lui. Cody Bellinger, on le classe souvent comme joueur de la semaine, oui. En défense, par contre, il est pas mal aussi. Voilà. Et il pointe des points produits clés, donc il est clutch. Il double à Toronto et à Boston. Et Ben Rice, toujours pareil. On le garde quand même du coin de l'œil peut-être pour le Rookie of the Year. Gros swing, home run de 3 points pour lancer la belle de dimanche contre Toronto. Qu'est-ce qui pourrait ne pas y aller à New York Yankees, le bullpen qui est très volatile. Mardi, mercredi contre Détroit, ce sont 18 heures, donc 18, en 2 matchs, base on ball et wild pitch qui coûtent très cher. D'entrée de match dimanche à Boston, 6 points en première, une gestion des débuts de Warren à ajuster. Et vous le savez, on en parle chaque semaine, mais vous aurez quand même votre point Volpi qui est toujours en difficulté. Il a été sur le banc mercredi, une propreté défensive à stabiliser. Il a été gentil sur cette phrase-là, le J. Bravo à lui. La stat de la semaine, les Yankees sont à 49 victoires et 7 défaites quand Judge et Stanton marquent des home runs dans le même match. Pas mal. Avec plus de 5 points, Toronto est à 63 victoires et 4 défaites. Et New York l'a bien vu, tenir le score bas reste la voie royale. Les enjeux, on va le voir dans le classement, peut-être 4 matchs de Toronto. Par contre, la wildcard en American League, il devance Boston de 1 match et demi pour l'avantage du terrain. Un wildcard, et peut-être, un premier match wildcard, enfin un match wildcard contre eux. L'ennemi juré, oui. Peut-être dans le Bronx, oui, contre Boston. Et ça va être à suivre pour les fans des deux franchises. Là, allez, la semaine de Boston, c'est parti. Contre Arizona, on a vu une défaite de la série 2-1. Donc 2 claques au départ. Défaite 10-5 et défaite 5-1 avec une défense très fébrile.
Erreur de Trevor Story qui coûte 2 points, mais bon, comment ne pas lui en vouloir quand même, qui fait lui signe une excellente saison. Puis un comeback dimanche, une victoire 7-4 pour fêter la 600e victoire d'Alex Cora grâce au double de Nick Sogar et à Chapman qui boucle un record égalé à 4K dans la 9e. À Sacramento, victoire 2-1. Lundi, Garrett Crochet est clinique. 7 manches lancées, 10 strikeouts. Le home run de Trevor Story et de Narvaez qui gagne 7-0. Mardi, le début en MLB de Connolly Early. Eh oui, 11 strikeouts, record de franchise égalé pour un premier match. Et un 6-0 mercredi. Voilà. Walk-off subi 5-4 dans une série hitless de Chapman s'arrête. 50 batteurs, 17 apparitions. Et Butler frappe le coup de grâce. Et contre New York, il se sauve d'un sweep. Voilà, ils sont surtout avec un Bello malmené le samedi, donc avec la défaite 5-3. Et dimanche, réponse immédiate, 6 points en première manche, Crochette 12 strikeouts et Chapman sauve le match avec une victoire 6-4. Qu'est-ce qu'on peut retenir des Red Sox en haut du panier? Garrett Crochet, Connolly Early, Haroldy Chapman, Trevor Story, Romy Gonzalez, Carlos Narvaez. Voilà les joueurs à suivre pour ces 12 derniers matchs de la saison régulière. Et je l'espère avoir un très bon match wildcard, je l'espère, contre New York. Qu'est-ce qu'il faut corriger? Les entrées de match, gros trou d'air. Là, vous allez voir la troisième manche contre l'Arizona et la première contre New York en premier match dimanche. Voilà. Le fond de rotation et la défense. Voilà, c'est surtout ça. Les petites pépites, comme a dit Julien. Rafaela, oui, cette année est un coutumier du fait. Il vole à home run à Corbin Carroll et surtout un catch au-dessus du mur. La balle pratiquement sortie du terrain. Alex Cora qui rejoint le club des 600 managers gagnants à Boston. Voilà. Seulement Cronin et Terry Francona sont devant. Attention, la wildcard est à portée. Un match et demi pour la place numéro 1 et surtout l'avantage du terrain. C'est ça qu'on veut. C'est un wildcard à Fenway. Allez, on passe à la Central. Les Tigers. Petite alerte, mais rien de caché chez les Tigres de Détroit. Ce qu'on retient, les accros. Série perdue à la maison contre les White Sox quand même 2-1. Et puis une série perdue à Miami 2-1. Le gros point d'inattention, c'est Tarik Skubal qui a quitté son match pendant donc Miami pour une gêne sur le côté gauche, à surveiller de très près. Apparemment, pas de panique, mais prudence. La bonne nouvelle, c'est que José Urquidy, Tommy Jones et surtout le shutout numéro 17 de la saison, le staff continue de gagner des matchs sur la prévention des points. Le coup de poing à New York. 2 roustes posés aux Yankees. Victoire 12-2, 11-1. Derrière, Casemise solide et Flaherty propre et une attaque opportuniste. Le bâton clé, Riley Green, Kerry Carpenter, Parker Meadows, retour immédiat, home run, multi-hit. Le bullpen, Spadak qui fait un long save, Vest continue de fermer et Canley utile en tête de pont. Les pépins santé, oh non, Ravi Baez touché près de l'œil. Vraiment à voir jour par jour. Pourquoi l'impact est limité? L'énorme matelas bâti avant le All-Star Game et le rythme de rotation, Skubal misé plus la profondeur amortissent les faux pas et la division reste largement sous contrôle. Et oui, on l'a dit, la saison de MLB, suivant les divisions, il y a des matchs à prendre au début et ils ont bien fait de le faire. Voilà pour Détroit. Allez, l'équipe de cœur du J, les Guardians. Super semaine avec du répondant, mais un ascenseur de la wildcard ne s'ouvre pas encore. Et oui, une série gagnée 3-1 à Tampa. Il repasse devant un concurrent direct. Il regagne contre Casey. Tiebreaker verrouillé, énorme pour les probabilités. Et le sweep contre les Chicago White Sox. Oui, capitalise 9 victoires sur 10 au total. Bravo à eux. Tanner Bibi, 2 hits, 10 strikeouts. Premier shutout de Cleveland en 9 manches depuis 2019. Ça clique au bon moment. Parker Messick,
5. Départ en MLB, 1,84 en ERA, calme et efficace. Slade Ciccioni, un no-hit cassé en 8ème, mais un départ solide. Gavin Williams et Cantillo, 2 piliers discrets, 7 manches lancées solides, puis un 8 manches, voire plus, manches lancées, scoreless game pour Cantillo. Il a des mots, le J, incroyables. Heureusement que je déchiffre en même temps. Allez, les moments clés. José Ramirez passe. Oui, donc il est toujours là, historiquement. Steven Kwan décisif en 9e manche et Bonnie Tyler qui est clutch, un double de l'égalisation et un home run, on va dire salvateur. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour les Guardians? Il faut absolument doubler Bibi. En fin de calendrier, sur repos ok, il faut avoir un backup solide. Voilà pour lui. Le line-up, Kwan, José Ramirez, Manzardo, il faut les laisser en haut et laisser Keyfus et Noël attaquer les lanceurs droitiers. Voilà. Et Fry contre les lanceurs gauchers. La gestion du closer est primordiale. Smith doit être vraiment le leader. Voilà. Et Festa doit être sur la 7e et 8e manche. Voilà ce que c'est pour les Tigers. Pardon, pour les Guardians. Les Royals, ils ont croisé un gros train de marchandises à Philadelphie, ça s'est vu. Voilà. Ils ont gagné contre les Twins 2-1. Ils perdent contre les Guardians 3-1 et ils perdent à Phillies 2-1. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous laisser? Ben, en fait, là, la wildcard, ça va être, on va dire, assez compliqué parce qu'ils se glissent derrière Cleveland et quand même, ils restent derrière Seattle. À voir. Malgré 6 défaites sur 7 avant le Game 3 à Philly, ils évitent le sweep et gardent quand même le moral. Qu'est-ce qui peut marcher? Vinny Pasquantino, Salvador Perez, encore 3 home runs sur le week-end et qui est encore clutch. Le bullpen, Esteves ferme, mais attention, petite alerte au dos à surveiller. Et la rotation, Wacha fiable, Collecte donne les manches et un Cameron compétitif. Qu'est-ce qui peut coincer? Bobby Witt, douleur au dos, et il a manqué. C'est pile à ce moment-là où il faut que Bobby Witt soit étincelant. Et non, là, il manque il va manquer cette dernière saison. Sa dernière match de fin de saison régulière. À voir avec lui. Les entrées de match, trop de points concédés, trop tôt. Et surtout des coureurs, une position de coureurs sur base qui sont irréguliers. Ça tue les manches et surtout en bas de line-up. Allez, on va passer à l'ouest avec les Mariners. La L-Ouest est une arène et Seattle vient de rallumer les turbines. Oh, 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 bravo le J, bravo. Ou alors de hisser les voiles, aussi, on peut le dire. La semaine des Mariners, allez, 9 victoires, 1 défaite sur les 10 derniers matchs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent contre les Braves, 2 gifles, 10-2, 18-2 pour lancer la machine. Ils sweep les Cards, 4-2, 5-3 et 4-2. Voilà, 2 walk-off d'affilée. Et un sweep contre les Angels. Et oui, 9 victoires de suite. 20 victoires, 3 défaites sur les 23 derniers matchs à la maison. Seul en tête de l'Ouest. Pourquoi ça match? Et pourquoi ça marche? Calraleg, 54e home run, record égalé de Mantle pour un switch hitter. 43e home run en tant que catcher. Calraleg, c'est le moteur des Mariners. Jorge Polanco, une série folle, 7 doubles de suite, record du club égalé, et il est clé au milieu du line-up. Julio Rodriguez, 2 home runs à Atlanta, une production et une présence sur base. C'est un vrai catalyseur. Josh Naylor, le timing parfait, point produit, base volée, un at-bat de 11 lancés, impact clutch au safe. Ah oui, pardon. Oh, la blague qu'il a fait. Au T-Mobile, effectivement, effectivement. La rotation, pourquoi ça marche, Brian? 14 strikeouts, George Kirby, 14 strikeouts, 0 but sur balle. Bryce Miller, 11 strikeouts, et Castillo, le real, le vrai, pas celui de Baltimore, à nouveau propre. Bullpen, Munoz verrouille, des sauvetages en série. Matt Brash de retour en confiance, des match-ups gérés au cordeau. Impeccable, une approche des rallyes tardifs, des at-bats prolongés. C'est ce qu'il faut pour les Mariners. Les bobos, Moncada à surveiller. L'alignement a assez de profondeur pour encaisser à court terme. Voilà. Les réglages, les séquences de strikeout encore hautes chez quelques bats secondaires, mais compensées par une puissance discipline au cœur du line-up.
Les Mariners, c'est solide. Franchement, ça va se battre jusqu'au bout, mais on peut avoir des bonnes surprises. Voilà. Les Astros, on passe à Houston. Sort lessivé, mais toujours au contact avec des hauts et très hauts et des bobos. Bilan rapide. 6 victoires, 5 défaites sur la période, mais des sensations en dents de scie. Alors, on a eu le Lone Star Series contre les Rangers et ils ont perdu 4-3. Ils ont gagné 11-0 sur le deuxième match et ils perdent 4-2 avec un Framber Valdez qui est puni en sixième manche. Une série perdue 2-1. Contre les Blue Jays, encore un leader. Ils perdent encore la série 2-1. Le premier match, walk-off en dixième, ils le perdent 4-3. Là, toujours un game 2 en victoire avec le home run de Diaz en neuvième, comme on l'a pu voir tout à l'heure. Victoire 3-2. Et une défaite 6-0 avec Gossman qui les baillonne sur cette série. Contre les Braves, sécurisation, une petite victoire, voilà, de série 2-1. Match 1, match 2 gagné, donc 11-3 et 6-2. Hunter Brown encore en victoire. Valdez craque en cinquième sur la défaite 8-3 contre les Braves. Ce qu'on retient, Hunter Brown, 2 départs contre les Texans et contre Atlanta. Une ERA à 2,26, un vrai ace du moment. Framber Valdez, 2 sorties, 2 tournants négatifs tardifs. Le home run de Jake Burger après le double de Josh Young sur le Texas. 3 buts sur balle d'affilée. Puis il s'est pris un KO monumental contre les Braves. Une commande vacillante sous pression. Le bullpen volatile. Abreu laisse filer à Toronto, donc basse pleine, en 9e manche. Mais ferme le jeu le lendemain et Craig Kimbrell concède un home run. Oh là là, à Atlanta. Kimbrell qui a vu toutes les équipes de MLB passer et montagnes russes. Christian Walker, home run, extra base hit en série. Yordan Alvarez, home run, point produit qui est clutch, rallume la mèche à Atlanta. Carlos Correa jalonne son 200e home run en carrière. Oh, un joli Oppo Taco, comme ils appellent ça dans le Texas, home run, donc dans le Lone Star Series. Et le rookie Zach Cole compte de fait home run sur le premier pitch, donc premier lancé dans son premier match en MLB, home run, incroyable. Et ensuite 3 hits et 4 points produits. Bravo à lui. Les alertes blessures, Luis Garcia, il ressort avec la douleur au coude, deuxième start seulement après son poste Tommy John, inquiétant pour la rotation. José Altuve, il est en inconfort avec son pied droit, un statut à surveiller avant le Texas. Voilà, donc ça c'était dans la semaine. Les formes et les tendances, qu'est-ce qui peut arriver là? On est à égalité au coude à coude avec Seattle et les Rangers restent dans le rétro pour la wild card. Qu'est-ce qu'il faut faire pour Houston? Attaquer plus tôt. Valdez, il faut le mettre en confiance et des fins de match à gérer. Et si Rosé Altuve est limité, il faut Mauricio Dubon en 2 et garder Peña en 9 pour essayer de remettre le line-up comme il faut. Voilà. Les Astros ont survécu à un road trip brutal. Hunter Brown est brillant. Walker, Yordan Alvarez en réveil, mais des closings très très coûteux et un Valdez irrégulier. Les bobos d'Altuve et de Luis Garcia compliquent la donne. Là, il faut que vraiment les Astros, eux, se réveillent et surtout consolident, on va dire, les petits bobos, fassent des remplacements judicieux. Voilà. Allez, on reste dans le Texas avec les Rangers. Feu d'artifice à Arlington puis à New York. Les Rangers sont relancés. Allez, le bilan express. Victoire dans la Lone Star Series, je l'ai dit plus tôt. 2-1 contre les Astros. Walk-off d'Harris qui claque un 11-0 subi et une réponse 4-2 pour le match 3. Les Brewers, ils les ont claqués. Les Brewers qui ont le meilleur bilan de la MLB, ils l'ont sweepé 3-0. Eh oui. Et contre les Mets, retour gagnant de DeGrom au Citi Field. Ils ont gagné la série 2-1, clutch en 9e manche samedi et un walk-off subi quand même dimanche. Total de la semaine, 7 victoires, 2 défaites. Et vous remontez plein pot sur la wild card de la L West. Eh oui, l'American League West, c'est le Far West. On le disait depuis le début de saison, ça se dessinait. Là, on est de plus en plus sur cette série-là. Les héros, les héros et les tendances qui m'a sorti le J. Incroyable. Michael Hellman, semaine signature. Game start, 5 RBI.
Ok, home run volé par une prise au mur et un home run et un double décisif. Jake Burger, 4 home runs sur la semaine, dont 2 contre Milwaukee. Bing swing au bon moment. Wyatt Langford, un double clé et un simple de la gagne contre Diaz. Eh oui, Edwin, eh oui, il est money time. Et Jacob deGrom, retour chez les Mets, 6 manches lancées, 3 runs, 15 retraits de suite pour finir. Maîtrise monumentale. Merrill Kelly bat Freddy Peralta et signe la victoire malgré The Hit, un vrai stabilisateur depuis la trade deadline. Jacob Latz, utiliser un starter d'appoint, lance 5 manches, point 2. Lance, pardon, 5 manches, point 2, 0 run contre Milwaukee. Ça a été plus dur dimanche chez les Mets, mais un rôle précieux. Et le bullpen, Armstrong 3 sur 3 en save cette semaine, 7, 8e et 9e sauvetage, et Phil Mayton efficace pour les hauts leviers. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Un plan de jeu, oui, un plan de jeu assez bien. Là, ce qu'il faut souligner pour les Rangers, c'est qu'ils viennent de signer une semaine à 7-2. Ils sweep Milwaukee. Série gagnée à Citi Field avec un DeGrom clinique, des héros inattendus, Hellman et un bullpen clutch, malgré les absents majeurs. L'équipe joue dur, propre et gagne les manches décisives. Place au derby à Houston, un série à 6 points sur la division. Voilà. Oh, j'ai fini les 27 pages de Julien en 51 minutes. Allez, on va essayer de faire vite. Un point classement, vite fait. Le classement de la division, Toronto Blue Jays, 88-62. Ok, c'est la bataille. Derrière, New York est à 5 matchs, Boston est à 6 matchs. On passe à la Central. Les Tigers, 85-65 premiers. Les Guardians de Cleveland est à 6 matchs et demi. Alors, les éliminés, les Twins et les White Sox, voilà en Central. À l'ouest, Seattle, premier, 82-68. Derrière sa talonne, Houston Astros, 82-69. 0 match et demi pour la première place. Les Rangers sont aussi là, et oui, on l'a vu, avec leur petit pistolet. 79 victoires, 72 défaites. 3 matchs et demi de Seattle. Attention, eh oui. Et les Angels sont éliminés. Voilà pour l'American League. La National League, allez, back-to-back, champion de division, Phillies, bravo à eux, 90 victoires pour le moment, 61 défaites. Les Mets, on va pas en parler, et les Marlins non plus, on en parlera tout à l'heure. Éliminés également, les Washington Nationals. Voilà. Qualifiés pour les playoffs, pareil, les Milwaukee Brewers, 91 victoires, 59 défaites. Les Cubs sont à 5 matchs derrière. Les Pirates de Pittsburgh sont éliminés aussi. Et à l'ouest, les Dodgers dominent, 84 victoires, 66 défaites. Les Padres sont à 2 matchs derrière, 82-68. Et les Rockies sont éliminés. Voilà. Les wildcards. La wildcard. Allez, c'est parti. Les Yankees sont premiers. Les Boston Red Sox sont deuxième. Et les Astros sont troisième. Voilà. In the hunt. Cleveland Guardians, Texas Rangers, KC Warriors. Voilà. Et ouais, ça va être un peu dur quand même de mettre Tampa Bay Rays dans le panier. Surtout qu'ils sont à deux défaites en série et ils perdent, oui, sur les 10 matchs, 2 victoires, 8 défaites. Ça va être dur. Et en Ligue nationale, les Cubs premier, les Padres en deuxième et les Mets en troisième. Sachant que derrière, on a à 1 match et demi les Diamondbacks, les Giants à 2 matchs, les Reds à 2 matchs. C'est chaud. Il reste à peu près 12 matchs. Voilà, on est dans une chasse à la wildcard qui va être hyper intéressante. Voilà pour ce petit point classement, les amis. On redescend un peu en température parce que c'est vraiment chaud cette fin de saison. Je vous propose de passer aux Player of the Week. Les Players of the Week. Qu'est-ce que j'ai pu vous concocter en American League? Alors, je vais vous parler du petit Nick Kurtz. Eh oui,
Sur 5 matchs, 20 at-bats, 4 runs, 5 hits, 3 home runs, 7 points produits, 1 but sur balle et seulement 4 strikeouts. Il n'a pas beaucoup en average, il est à 25%, 28% de présence sur base, mais un OPS à 986. Je voulais surtout vous présenter, c'était Zach Cole. Voilà, petite stat en at-bat quand même, 4 matchs, 13 at-bats, 3 runs, 6 hits, 2 home runs, 7 points produits, 2 buts sur balle, 5 strikeouts, avec 46% au bâton, 53% en présence sur base et un OPS à 1.456. Voilà pour l'American League. Sachant que cette année, le podcast hebdomadaire a quand même un taux de réussite sur les Players of the Week qui sont assez bien. Allez, la National League, beaucoup plus prolifique. Et je vais mettre Mookie. Retour de Mookie Betts, des Dodgers, 6 matchs, 25 at-bats, 8 runs, 12 hits, 3 doubles, 3 home runs, 11 points produits, 3 buts sur balle, 1 strikeout sur 25 at-bats, incroyable. 48% au bâton, 50% en présence sur base et un OPS à 1.460. Et je peux vous proposer dans un second choix Matt Olson. Ah non, même mieux, j'ai même mieux. Ah non, attendez, non, Will Benson, non plus. Matt Olson, des Braves, 6 matchs, 21 at-bats, 6 runs, 9 hits, 2 doubles, 3 home runs, 7 points produits, 3 buts sur balle, 3 strikeouts seulement, 42% au bâton, 48% en présence sur base et un OPS à 1.432. Voilà pour les players of the week. Ça, je vais fermer cette petite fenêtre. Les news, on n'a pas eu trop le temps d'en préparer, mais de ce qu'on a pu voir sur la semaine, l'anniversaire tragique des attentats du 11 septembre qui ont 24 ans maintenant. On a vu les joueurs à l'échauffement qui ont porté les casquettes à l'effigie des first responders, donc littéralement les premiers intervenants lors des attentats du 11 septembre, donc les pompiers, les policiers et autres personnes aussi sur place. Il ne faut pas les oublier. Voilà, un très très grand moment émouvant. Et on a eu aussi la présence du président américain Donald Trump qui est venu assister et depuis donc le dernier président à être venu au Yankee Stadium, ça a été George W. Bush, justement après les attentats du 11 septembre quand ils ont repris. Là, on a vu Trump aller dans les vestiaires des Yankees, donc saluer l'équipe de New York. Et c'est tombé au même moment où il y a eu aussi l'assassinat de l'influenceur du même parti, Charlie Kirk, qui a voilà, ils ont rendu aussi un hommage. Alors il y a eu aussi l'hommage à Chicago, il y a eu aussi un hommage de Blake Treinen avec sur une casquette un brodage avec son nom et son appartenance religieuse. Nous à la rédac, on va pas préférer parler politique, mais on sait très bien que le baseball et la politique sont intimement liés, surtout avec le président actuel. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Trump est venu à New York pour, on va dire, célébrer peut-être l'émotion donc des 24 ans des attentats. L'année prochaine, on vous l'a dit sur le podcast précédent, ça sera les 25 ans avec un Subway Series. Voilà pour les news. Le point 4, maintenant, on va vous parler, et vous l'avez peut-être vu dans des news sur les réseaux, et on en parle à chaque fois avec le J, et à la rédac aussi, on aimerait un retour tant attendu, mais on sait très bien que dans l'expansion des franchises, ça sera très difficile, les Expos de Montréal. Et oui. Et il y a un documentaire qui sortira le 21 octobre sur Netflix avec comme titre Mais qui a tué les Expos de Montréal? Et ça fait depuis qu'on est sur le podcast qu'on en parle avec Julien. On a peut-être quelques éléments de réponse, mais peut-être que ce documentaire va nous donner tort ou raison. Voilà. Ça fait 20 ans que les expos sont partis et ils ne sont pas oubliés. On le voit encore avec de nombreuses casquettes,
avec de nombreux maillots à l'effigie des Expos à travers le monde. Et oui, il n'y a pas qu'en Amérique, c'est à travers le monde. La passion des fans est telle que le club ne meurt jamais. Et voilà, Netflix s'est mis dans la partie et le 21 octobre prochain, il sera disponible. Donc, qui a tué les Expos de Montréal? Et notons que Pedro Martinez, Larry Walker, Vladimir Guerrero et Felipe Alou seront de la partie. Exactement. C'est un documentaire qui ira dans les coulisses et qui expliquera les décisions controversées et reculs et des faux pas qui ont mené au déménagement des Expos donc vers Washington en 2005, qui deviendra les Nationals. Voilà. Et on se demande évidemment, voilà, s'il y a un peu d'espoir dans tout ça, voilà, est-ce qu'ils reviendront un jour? Est-ce que la légende sera toujours là? Voilà, petit quid un peu de Montréal. On sait très bien que ça a été un club donc du Québec qui est au Canada et qui a été élu domicile à Montréal, donc de 1969 à 2004, juste avant le déménagement à Washington. Et les Expos ont été la première franchise de MLB hors États-Unis. Leur premier stade, le stade Jarry à Montréal, a été en 1969, avant de déménager au nord-est de la ville en 1977 dans leur stade olympique. Pourquoi les Expos? Eh bien, tout simplement parce que Montréal a été la ville de l'exposition universelle et donc du coup, ils ont surnommé l'équipe les Expos. Voilà. Si vous pouvez le voir sur le logo bleu, blanc, rouge, en hommage à l'aspect francophone de la franchise, donc les Français au Québec. Le M de Montréal, que vous voyez en grand, un petit E des Expos en rouge, et après une toute autre explication, le B en bleu de baseball. Eh oui, voilà, il fallait le lire, et ça, il est extrêmement connu. Voilà. Donc, les Expos, l'exposition universelle de Montréal a été tenue en 1967, pour info. Voilà. Et la question de qui a tué les Expos, et j'ai peut-être commencé un élément de réponse, ça a été, vis-à-vis de leur palmarès, peut-être la grève de 1994, car Montréal a été champion de division en 81, mais en 94 aussi, et ça a été déclaré non officiel dû à la grève des joueurs déclenchée en août. Et donc peut-être, ils auraient pu être champions de la Ligue nationale, oui, et ils auraient pu être aussi gagnants des World Series cette année-là, mais on ne le saura jamais. Donc peut-être que le point de départ de ce comment dire, meurtre, entre guillemets, à prendre en compte est à partir de 1994. Voilà. Car en 92, on a recruté des joueurs comme Larry Walker, Marquis Grimson, Moises Alou, John Wetland, enfin voilà, des tonnes de joueurs qui ont eu des effets, on va dire, énormes sur l'ère des Expos, surtout de 92, 93 et 94. Voilà. 93 a été la meilleure année depuis 79, car ils ont remporté 94 victoires. Une série disputée au Stade olympique de Montréal contre les Phillies un mois de septembre a été le point culminant de cette saison. Et peut-être que là, ça s'est enclenché en novembre 93 où le directeur général Dan Duquette a procédé à des transactions controversées qui s'avérera peut-être une des meilleures de l'histoire en échangeant Delino DeShield aux Dodgers de Los Angeles contre un retour d'un lanceur du nom de Pedro Martinez. Eh oui, c'est peut-être là aussi, qui en 94 connaissent une très très bonne année. Malheureusement, la grève des joueurs est là et elle s'arrête le 12 août 94. Ils occupaient le premier rang de la division, donc de la Ligue nationale, et possédaient le meilleur dossier. 74 victoires, 40 défaites. Une équipe dirigée par Felipe Alou et qui détenait une avance de 6 matchs sur les Braves. Voilà. Le conflit de la grève conduisait à une annulation de toutes les activités de MLB pour le reste de la saison. Une première depuis 1904 et depuis pas de World Series pour le baseball en 94. Et donc peut-être que les Expos auraient pu être champions à cette année-là.
Bref, tous ces éléments de réponse, on l'aura dans le documentaire sur Netflix le 21 octobre. Et on verra pourquoi les Expos de Montréal sont partis. Peut-être aussi l'arrivée de Jeffrey Loria à la direction a peut-être généré de nouveaux espoirs avec la construction d'un nouveau stade. Divers facteurs fait que voilà, ces noms-là n'ont pas tenu leurs promesses. Vladimir Guerrero est quand même là et il tend à pousser les Expos vers le haut, mais la fin semble proche en fait. Donc voilà, en 2004, c'est scellé, c'est la fin, et la franchise déménage à Washington chez les Nationals. Voilà. Rendez-vous le 21 octobre pour Qui a tué les Expos de Montréal. Et voilà pour ce point 4. Les amis, c'est la fin de ce podcast solo pour moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter sur les réseaux, donc X, le Discord communautaire, Instagram, peut-être Facebook. Voilà, c'est pas été facile seul, effectivement, je vous l'accorde à coup sûr et je te l'accorde, Julien. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Profitez bien de ces dernières semaines de baseball de saison régulière car ça va être complètement chaud et fou. La pré-saison approche à grands pas et on va avoir des sacrés matchs vraiment pour ce mois d'octobre. Voilà. Allez, je vous laisse. Bon caca. Voilà, bon appétit, bonne route, bonne relaxation, bon travail. Et je vous retrouve bientôt avec le J, bien sûr. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et portez-vous bien. Ciao, ciao.